Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours avec Barandia, consultant en innovation technologique, Emmanuel Kouzoumoumi, analyste économique et politique, Michel Abdelouahab, professeur de sciences économiques et sociales détaché à Luanda, en Angola. Et on passe tout de suite au grand temps. Aura Group annonce le lancement prochain de son processus d'introduction à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le groupe bancaire panafricain va y introduire 20% de ses actions. Aura Group qui compte lever plus de 98 millions de dollars, une opération qui sera la plus importante jamais enregistrée à la BRVM en 20 ans d'existence. Les précisions de notre journaliste Tchèque Omar Bandaogo. Aura Group vient d'émettre une offre publique en vue de son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Elle comprend l'émission de plus de 6 millions de nouvelles actions par augmentation de capital et la cession de 7,785 millions d'actions existantes sur le marché secondaire au prix de 4 100 francs CFA. Une augmentation de capital qui fait de cette opération la plus importante introduction à la Bourse d'Abidjan depuis sa création en 1998. Cette augmentation du capital va nous permettre de consolider la croissance du groupe et d'accompagner son développement, notamment procéder à des investissements dans la banque digitale, saisir les opportunités de croissance dans les pays d'Afrique centrale, accroître la notoriété du groupe auprès de la communauté financière et du grand public et renforcer les fonds propres de certaines filiales. À l'issue de l'opération, 20% du capital d'Aura Group sera coté en bourse. Les autres actionnaires actuels du groupe conserveront 80% du capital. Ces derniers temps, la BCEAO a introduit ce qu'on appelle les accords de Bâle 2 et 3. C'est le nouveau dispositif prudentiel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques doivent se renforcer davantage en fonds propres. Donc, une introduction en bourse aujourd'hui peut aider aussi à pouvoir renforcer le niveau de leurs fonds propres. À fin 2017, Aura Group affichait un total de bilan de 1 794 milliards de francs CFA, soit une croissance de 45% depuis 2014. Les dépôts de la clientèle de l'ensemble du réseau Aura Bank s'élevaient à 1 179 milliards de francs CFA et les opérations de crédit à 1 085 milliards de francs CFA, le tout en croissance. Michel Abdelouahab, donc une introduction qui signe véritablement la solidité d'Aura Group. En tout cas, elle signe les performances peut-être enregistrées ces dernières années. Non, c'est une banque d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, très performante. Moi, je pense que l'idée, c'est surtout de renforcer les fonds propres de façon à augmenter sa crédibilité sur les marchés financiers et vis-à-vis de ses partenaires occidentales, notamment européennes ou américaines. Alors effectivement, le groupe Aura Group a besoin de capitaux. C'est, je crois, l'une des premières désintermédiation financière, puisque ça passe par l'émission de nouvelles actions sur le marché ivoirien. Alors, pour que ça marche, on appâte l'actionnaire avec une hausse de 5% des dividendes. Ça voudrait dire que les profits augmenteraient de 5%. Alors, je ne connais pas l'historique des performances financières d'Aura Group, mais 5% de bénéfices en hausse, c'est beaucoup. C'est beaucoup. L'idée, c'est d'attirer l'investisseur et aussi de le fidéliser. Donc, si Aura Group arrive à générer 5% de profits en plus et qu'une partie de ces profits soit redistribuée aux actionnaires, c'est une bonne chose. En tout cas, Aura Group a besoin de capitaux, donc 100 millions de dollars à peu près. Hein, oui, 100 millions de dollars, oui. Pour consolider les fonds propres, parce qu'une banque a besoin de fonds propres importants dans son bilan pour encaisser certains chocs systémiques qui pourraient se passer, et puis aussi pour financer son développement économique. Donc, en fait, Aura Group a maintenant exactement les mêmes stratégies que ses consoeurs occidentales ou asiatiques.
Emmanuel Nkouzou-Mouami. J'ai noté deux choses importantes pour aller vite dans cette opération. Il y a effectivement, comme vient de le dire Michel, la partie de consolidation de la banque elle-même. C'est 85 millions d'euros, ce n'est pas beaucoup, mais pour une banque de cette taille, surtout de la région centre et ouest de l'Afrique, c'est une somme importante, surtout pour le capital, puisque encore une fois que les téléspectateurs le comprennent, il ne s'agit pas des fonds réservés au financement des investissements. C'est d'abord ses fonds propres. Donc autrement dit, ça crée une crédibilité pour une banque d'avoir d'abord une solidité et une solvabilité. C'est très important. Deuxième élément, ce qui est intéressant dans cette fois-ci, dans la philosophie même d'Ora Group, c'est de financer l'économie, financer les privés, notamment les consommateurs individuels et les entrepreneurs. C'est une bonne chose parce que ce qui manque souvent en Afrique, c'est qu'on attend toujours que ce soit l'État qui finance les activités économiques. Or, les États aujourd'hui sont soit exsangues, soit l'argent est parti ailleurs. En tout cas, il ne va pas dans le développement de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat, en tout cas tout ce qui fait tourner l'économie. Voilà une banque au moins qui a l'ambition d'être active sur le marché des particuliers, sur le marché des entreprises, sur le marché des professionnels aussi, et en même temps qui a comme ambition de financer les activités de développement. J'ai noté les infrastructures, mais pas seulement, et dans beaucoup de pays, notamment là où, dans les 12 pays où la banque aujourd'hui travaille, on sent bien qu'il y a ce besoin d'énergie qui est important et le besoin d'infrastructures. Donc c'est bien d'avoir une banque africaine. Alors, on sait très bien que dans la géographie du capital, il y a aussi l'AFD, il y a aussi les Allemands, l'AFD c'est la France, il y a les Allemands, il y a aussi les pays africains, il y a le Gabon dans l'affaire. Bon, mais ce n'est pas gênant, d'autant que l'ambition de la banque est complètement déconnectée des visées politiques de ces actionnaires, qui sont des actionnaires financiers. Au sens du capital, effectivement, ils attendent le dividende. Ils ne viennent pas pour interférer dans la politique économique, dans la politique d'investissement de la banque. Donc c'est une bonne chose que l'Afrique ait une banque d'origine africaine qui a l'ambition de développer l'économie en Afrique. Et c'est important. Juste, je vais ajouter un dernier mot. Il y a peut-être un besoin d'abord d'innovation en Afrique, au sens économique du terme, innovation et développement. Nous avons besoin d'investissement dans l'outil de production. On a besoin des financements et pour cela, les États sont défaillants. Il faut que les banques s'associent aux États. Pour ceci, financer la production, parce que sans la production suffisante africaine de l'industrie de transformation en Afrique, on ne pourra pas exporter, on ne pourra pas faire une consommation intérieure. Barandiaï. Effectivement, le challenge est là. Et moi, je dis déjà bravo. Bravo pourquoi? Parce que c'est le seul groupe bancaire africain, et je dirais même presque au monde, qui a une directrice de cette taille, qui a une directrice qui est une femme. Donc, en l'occurrence, Madame Binta Touré Ndoye, qui est d'origine malienne. Donc, bravo pour la banque. Et pour revenir dans la partie factuelle, 100 millions de dollars pour augmenter le capital. Ce n'est pas négligeable pour une banque afro-africaine, d'accord, panafricaniste comme on l'appelle. Et du coup, ce groupe, on va dire, Ora Group, qui a son réseau bancaire, qui sont Ora Bank, les agences, et donc ils sont développés de façon tentaculaire et à une vitesse grand V dans les deux zones, en tout cas économiques, les deux principales zones, qui sont la zone UEMOA et la zone CEMAC, donc presque les 14 pays qui utilisent le franc CFA. Donc ces banques ont vu une percée, en tout cas de leurs agences et de leur réseau, à ce niveau très remarquable. Et ce qui est encore remarquable par rapport au, j'appelle ça le business plan de cette banque, c'est qu'ils sont en train d'ouvrir, en fait, ils n'ouvrent pas le capital en quelque sorte, mais ils sont en train de céder des actions. Ils cèdent des actions à Monsieur Lambda, c'est-à-dire que l'action est à 4100 francs CFA, à peu près 6 euros, quelque chose. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le business plan, la population va adhérer, parce qu'on était loin, nous les Africains, des grandes décisions, des réunions de conseil d'administration, etc. Là, le citoyen lambda peut venir dire, écoutez, moi je vais prendre 5 actions, 10, 100... Donc dans les 20 ouverts... Exactement, oui. Dans les 20% des capitaux qu'ils ont investis en bourse. Donc moi, Bara, demain, je vais adhérer à cette banque, parce que la logique me plaît, le business plan me plaît, le business model également. Donc je prendrai des actions et mon voisin en prendra parce qu'il dira voici une banque qui joue le jeu, qui est un peu transparente et ma voix va compter parce que moi, citoyen lambda, je pourrais être présent à certaines réunions décisionnelles, même si je ne changerai pas la donne, mais on m'écoutera quelque part. Et ce qui fait que la banque, en faisant cette stratégie-là, de mon point de vue, aura plus d'adhésion, aura plus de citoyens qui viendront souscrire, ouvrir des comptes dans ce type de banque. Ce qui fait que leur marché qu'ils ont déjà gagné dans la zone CEMAC, dans la zone UEMOA, va continuer à s'étendre dans l'Afrique. Et tant mieux pour eux quelque part.
Michel Abdelwahab. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas nécessairement le client qui ne veut pas ouvrir un compte dans la banque, c'est la banque qui ne veut pas du client. Oui, effectivement. Oui. J'ai un exemple que j'avais pris, le salaire, je crois qu'il faut $200, je crois, au Cameroun pour ouvrir un compte bancaire, alors que le salaire moyen est à 70 000 CFA. Oui, donc on reste dans la caricature, parce que les citoyens lambda africains ne gardent plus l'argent sous le matelas, ils l'amènent à la banque quand même. Ils adhèrent. Quand vous gagnez 70 000 CFA par mois, à mon avis, le taux d'épargne n'est pas... Si vous voulez, en Afrique, on achète des maisons, on fait l'acquisition de biens immobiliers, de biens matériels, on vous demande en compte... On ne vous demande pas une carte bleue si vous allez dans ce sens, oui. Non, mais attendez, la non-bancarisation de la population africaine, ça ne vient pas des Africains, ça vient des banques, très clairement. Voilà. Alors, on en a parlé à de nombreuses reprises, effectivement, ça vient des cette problématique de la bancarisation sur le continent. Ça va peut-être augurer un changement de stratégie aussi du secteur bancaire en Afrique, c'est-à-dire qu'on a quand même un secteur bancaire qui prête très peu. PME, donc la consommation est d'autant diminuée, l'investissement industriel des entreprises est d'autant diminué. Alors si effectivement ce changement de paradigme bancaire augure d'un développement d'une stratégie de distribution de crédit, c'est une très bonne chose pour le. Donc pour vous, ça peut y participer un petit peu. Emmanuel Nkosi-Mouami. Oui, la démarche quasi mutualiste d'Aura Group est importante. Effectivement, pour remonter le taux de bancarisation qui est très faible encore aujourd'hui. Mais parce que les banques que nous avons connues dans les années 60, 70, même 80 étaient des filiales des banques occidentales. Donc celles-là avaient des critères effectivement de sélection des clients qui étaient tels que le client de base, le citoyen avec des petits revenus du marché du samedi ou du dimanche ou du lundi n'était pas éligible à ouvrir un compte dans ces banques. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis les années 2000, c'est plutôt les banques par Internet, les banques notamment par mobile. Je ne veux pas citer des marques, mais il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui sur le marché. On aime toujours parler de M-Pesa au Kenya, mais pas seulement, parce qu'Airtime est là, Orange est là, et MTN est là aussi, pour développer l'accès à la banque par voie digitale, donc par le mobile. Mais encore une fois, quand vous êtes dans un pays où le taux d'alphabétisation n'a pas dépassé 30%, 40%, vous avez très peu de gens qui savent lire, même si le code est facile à lire. Ceci dit, il y a un petit problème déjà à dépasser, à comprendre le fonctionnement d'une banque. Donc le fait que Aura Group a cette démarche mutualiste de dire on y sont dans 12 pays, c'est pas rien. Peut-être qu'ils vont faire les 50 pays du continent, ou tout au moins les 35 de la zone centre, est et ouest, ce qui sera déjà une bonne performance, et permettre à ce que, par le biais peut-être aussi de la capitalisation et de l'actionnariat populaire, on ait de plus en plus des Africains impliqués dans la gestion de la banque. Donc c'est cela qui va intéresser les Africains de dire, finalement, c'est la banque de proximité. C'est ce que les gens attendent, la banque de proximité. Celle qui écoute le petit épargnant. Donc l'Aura Group, c'est aussi sa démarche. Et un élément important, c'est que s'il finance l'artisan, le petit particulier, pour les achats de consommation courante, comme font les sociétés de consommation habituelles, ça donnera encore plus de crédibilité, plus de confiance aux épargnants. Et c'est cette démarche-là qu'il faudrait faire. Et surtout passer par le bas, autrement dit par la massification en quelque sorte de son actionnariat, que ce qu'ont fait les banques jusqu'à présent et qui ont sélectionné plutôt un actionnariat plutôt aisé. Barandiaï ? Effectivement, en parlant de financement, on sait bien que pour le moment, il s'est orienté vers les PME, TPE et quelques particuliers qui savent lire, écrire, en tout cas qui connaissent le mode de fonctionnement bancaire et qui y adhèrent quelque part. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que hors de son implémentation dans la zone CEMAC et la zone UEMOA, ces banques aujourd'hui s'implémentent également en Mauritanie, en Guinée, et ça n'arrête pas comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Moi, je pense qu'effectivement, le fait d'aller dans cette typologie de banques de sorte à faire créer des microcrédits pour les populations rurales, les populations paysannes, ce serait une bonne direction à prendre par rapport, en tout cas, à leur initiative actuelle. Tout à fait. Emmanuel Nkosi-Mouami ou Michel Abdelwahab, sur en tout cas les orientations toujours de cette banque. Oui, on avait besoin, en tout cas, les populations rurales pour l'essentiel et les petits épargnants. Les petits épargnants, ça veut dire les gens qui sont en dessous de 200 € par mois, si on peut considérer comme ça comme niveau de revenu. Cette banque-là répond à ce problème, justement celui d'abord de la
capitalisation, celui de l'accès au crédit à la consommation, l'accès au petit crédit de l'artisan de base, celui qui n'a pas besoin d'1 million pour fonctionner, mais juste pour acheter un outil parce que c'est important pour lui. C'est bien d'avoir une banque de proximité. Donc cette démarche-là, qui est la démarche en quelque sorte de type crédit agricole, hein. En France, si on peut comparer la démarche au crédit mutuel, c'est une bonne démarche parce que et les permettra enfin de faire décoller l'économie de base. Et le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique de façon globale, c'est que le développement est une affaire de l'État. Il faut qu'on sépare l'affaire de l'État qui est plutôt celui, je veux dire le rôle de l'État qui est celui d'orienter et de planifier les politiques publiques, de réguler, réglementer, de sanctionner et en même temps de contrôler, ça c'est l'État. Mais en même temps, les financements de l'État aux infrastructures, notamment à l'énergie, qui sont des financements très lourds, ça c'est l'État. Par contre, le citoyen de base, l'artisan, le petit commerçant, celui qui veut acheter une automobile ou un vélo moteur ou simplement une charrette, a besoin d'un accès à des crédits beaucoup plus simplifiés. Donc cette banque-là entre dans ce créneau-là où, cette fois-ci, l'acteur, ce n'est plus l'État, mais c'est le citoyen de base. Michel ? Oui, alors effectivement, l'un des freins au développement économique en Afrique, c'est le déficit de financement. Et une des solutions au problème de sous-emploi dans les économies africaines, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, qui veulent monter des business, mais qui n'y arrivent pas parce que justement, les banques ne leur prêtent pas. Alors, l'un des leviers de développement, l'entrepreneuriat passe effectivement par le développement de financement bancaire. Et j'ai le sentiment que c'est une innovation actuellement en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, que le système bancaire se mette effectivement à s'impliquer de cette manière dans le financement du développement économique. Bara Ndiaye, peut-être un dernier mot. Oui, effectivement, vous l'avez bien évoqué. Hein, le levier du développement, l'un des principaux leviers en tout cas du développement, ça passe par le financement bancaire. En Afrique, il y a pas mal de jeunes porteurs de projets, j'en connais autour de moi ou dans mon entourage, qui sont en plus ingénieux. Hein. Leurs projets, ils l'ont bien ficelé, sauf que comme ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas d'hypothèque, ils n'ont pas de garant ni de caution, donc on ne leur prête pas. Et ça, c'est dommage, parce que l'État ne peut pas tout faire, vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'État ne peut pas tout faire. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un Pakistanais du nom de Youssouf qui était prix Nobel de la paix. Pourquoi il était prix Nobel de la paix? Parce que ce monsieur avait développé, pas inventé, mais en tout cas, il l'a initié au Pakistan et ça a marché. Et ça a été reconnu partout dans le monde, les microcrédits. Mohamed Younous. Mohamed Younous, exactement, merci beaucoup. Et donc, il a été nommé prix Nobel de la paix par rapport à la mise en place des microcrédits partout, qui a permis à beaucoup de populations d'émerger, en tout cas, de subvenir à leurs besoins, de créer des coopératives, de se développer en tant que groupe, en tout cas, de commerçants ou d'agriculteurs, et de faire des économies et de vendre leur surplus, à leur échelle en tout cas. Aujourd'hui, la directrice de la banque, Madame Binta Touré Ndoye, disait on va investir dans la banque digitale. La banque digitale, ça nous concerne nous, qui avons des smartphones, des tablettes et tout ce qui est digitalisé et qui sont hyper connectés. Mais effectivement, s'il faisait un virage dans ce sens, ce serait une belle initiative. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. Bara Ndiaye, je rappelle que vous êtes consultant en innovation technologique. Michel Abdelouahab, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales détaché à Luanda, en Angola. Et Emmanuel Kouzoumoumi, vous êtes analyste économique et politique. Vos dernières publications, le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation et la relance de l'Afrique aux éditions L'Harmattan. Merci à tous les trois et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Bonsoir. J'ai voté pour ça.